Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira de la vidéo que je préfère tourner chaque année puisque je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année. J'ai sélectionné 24 titres à vous présenter. Je vous propose de vous présenter dans un premier temps les ouvrages que j'ai vraiment adorés mais qui ne font pas partie de ces titres qui vont s'inscrire comme mes livres préférés de tous les temps. Puis je rajouterai ensuite donc j'aborderai ensuite les ouvrages qui véritablement vont venir constituer un petit peu, je dirais, ma bibliothèque éternelle, en ce sens que véritablement ces lectures m'ont impacté à un point non négligeable et qui, je le sais, perdurera dans le temps. Dans les lectures que j'ai adorées, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu contemporain. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques contemporains, bien qu'ils soient assez particuliers comme vous pourrez le voir. Le premier, c'est Un clown dans un champ de maïs d'Adam Césarée que je vous présente pour la énième fois sur la chaîne et dont je ne vais pas vous dire beaucoup plus puisque j'ai déjà longuement épilogué concernant cette duologie qui, je l'espère à terme, deviendra une trilogie. Ici, je mentionne ce tome 1, mais le tome 2 rejoint également l'équation puisque je me suis régalée dans la lecture de cette duologie. J'aime beaucoup l'aspect très assumé du slasher cinématographique. On a véritablement des descriptions très visuelles, on est dans quelque chose d'extrêmement immersif, extrêmement divertissant, qui ne propose pas un style gigantesque ni complètement admirable ou quoi que ce soit, mais en revanche en ce qui concerne la qualité du moment de divertissement, pour moi ce titre se place dans les ouvrages qui fonctionnent très très bien avec moi. J'ai été vraiment conquise par l'univers mis en place par Adam Césarée malgré je dirais sa banalité, et quelque part c'est sa banalité qui finalement a pu faire que je m'accroche autant, puisque j'aime beaucoup finalement ce qui est assez cliché en l'occurrence dans le cinéma horrifique, et là j'avais véritablement l'impression de regarder un énième slasher, mais la forme de l'écrit, je ne sais pas, a apporté une dimension pour moi qui était assez intéressante, assez différente finalement. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de lire ce titre si vous aimez bien les ouvrages d'horreur, en sachant que c'est assez explicite bien sûr, et je dirais que c'est l'équivalent littéralement, et même si je l'ai déjà dit et que je me répète, du slasher classique type majoritairement type Scream finalement. Donc si vous aimez cette série emblématique du cinéma d'horreur, je pense que ce titre pourra tout à fait satisfaire à vos exigences. Un autre ouvrage que je range ici et qui fait donc partie des ouvrages contemporains, finalement je vais peut-être essayer de classer les ouvrages par ordre de préférence, même si ce sera assez difficile, mais comme je vous le dis, en tout cas je vais essayer au moins de garder cette structure d'ouvrages que j'ai beaucoup aimés mais qui n'ont pas radicalement bouleversé ma conception de la littérature. Puis ensuite je viendrai sur les choses qui ont vraiment asséné des coups suffisamment violents à ma petite âme de lectrice pour rester indubitablement et de façon définitive gravée en moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé le second roman de Maud Ventura, Célèbre, que je ne mettrai absolument pas au même niveau que Mon mari, qui pour moi tenait vraiment du coup de maître l'an passé, mais j'ai beaucoup aimé Célèbre, qui aborde donc la question de la célébrité comme le nom le dévoile, avec beaucoup de critiques, avec je dirais une vision assez acerbe de ce que peut représenter cette espèce de culte de la personne. J'ai l'impression que la thématique qui sous-tend finalement la totalité de ce que peut produire Maud Ventura actuellement, c'est cette thématique de la folie qui fait donc partie de mes thématiques favorites en littérature, et je trouve que abordée de façon extrêmement moderne et dans ce cadre de la célébrité, de la vie avec des paillettes, de l'argent à profusion et de l'absence totale de frustration. Je suis désolée, j'ai le chat qui joue. C'est vrai que je trouve que c'est une thématique qu'elle aborde bien, et elle s'y emploie, bon ici avec je dirais toute l'aura qui est inhérente à l'idée même de célébrité pour le lecteur. Donc c'est intéressant parce qu'on a déjà, je dirais, elle a déjà des billes dans sa poche au moment même où elle évoque ce personnage-là, puisque le titre même de l'ouvrage aborde cette idée de célébrité, d'autant que son protagoniste principal arbore avec beaucoup de facilité et sans honte, sans remise en question, cette espèce de sociopathie qui la caractérise et qui est extrêmement dérangeante.
On a un retournement de situation à la fin, bien évidemment, qui rejoint finalement le premier ouvrage de Maud Ventura. Donc vraiment, pour moi, elle arrive à manier la forme romanesque avec une aisance certaine, dans une langue qui est tout à la fois, je dirais, très abordable, très brève, mais en même temps suffisamment sophistiquée et intelligente pour avoir une dimension universelle. Et c'est en cela que j'aime beaucoup cette autrice et que je découvrirai ce qu'elle peut faire d'autre avec beaucoup de plaisir dans les années à venir. Je poursuis avec une autrice contemporaine de nouveau, avec L'Abvona d'Otessa Moshfegh, qui est donc un ouvrage paru en 2022 dont j'avais entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, qui m'intriguait grandement, et je dois reconnaître que je ne m'attendais absolument pas à ça, que ce soit dans la langue, dans la forme du texte, ou même dans les protagonistes présentés. Il y avait quelque chose de biblique, je trouve, dans la manière dont les choses étaient amenées dans ce titre-là. Alors, on a des références tout à fait franches à l'Ancien Testament, je pense notamment à des phases qui illustrent le déluge, je pense à l'opposition familiale, je pense à, bref, des thématiques qui sont devenues emblématiques, mais qui viennent à l'initiale donc des récits bibliques. On a la notion du sacrifice aussi, la notion finalement, moi personnellement j'y ai vu un rapprochement, donc on a Marek qui est donc un fils de berger, et Marek a un cousin qui réussit dans tous les domaines, qui a un physique extrêmement athlétique, qui est extrêmement débrouillard, manuel, bref, qui propose et possède toutes les qualités qu'on attend d'un homme, un vrai, tout du moins dans ce village-là, la définition qu'on peut en avoir. Et Marek va, non pas... ce n'est pas l'émergence d'une forme de jalousie violente comme on va l'avoir par exemple chez Abel et Caïn, mais on va avoir quand même cette thématique-là, puisque Marek va tuer ce cousin, alors accidentellement certes, mais il va quand même mourir, et ce jeune homme qui était jusque-là exempt de toute notion de péché va se retrouver finalement dans une espèce d'interrogation de la nature humaine dans un premier temps. Donc c'est un roman éminemment philosophique en ce sens-là, éminemment religieux aussi, je trouve, même s'il s'absout complètement et considérablement de tous les codes, je dirais, classiques des monothéismes qu'on peut connaître. Il y a une forme de paganisme aussi qui va être sous-jacente dans ce titre-là. On va avoir une vision de la religion qui est justement également, ça va de pair en fait, je dirais, corrompu. Donc bref, mais en tout cas il faut vraiment savoir que je dirais la dimension symbolique et spirituelle sous-tend la totalité du roman. Donc si vous n'aimez pas ça, je pense que possiblement vous serez dérangé par ce titre-là. Et comme je vous dis, beaucoup de références au récit biblique. Je pense notamment, et je suis obligée d'aller chercher son nom, mais donc Ina, sa nourrice, qui va donc petit à petit perdre la vue, puis la retrouver. Bref, ce sont des choses pour moi qui rejoignent énormément. J'ai pensé à la Bible en lisant ce livre, véritablement. Alors certes, j'étais en train de lire la Bible à ce moment-là, mais je pense que les rapprochements ne se sont pas faits tout seuls non plus. Il y a une volonté, je pense, de rapprocher la figure de Marek, qui pourrait nous paraître au premier abord christique et qui finalement ne l'est pas. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture, que j'ai trouvée vraiment particulière. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est un roman qui est sans concession, qui a parfois des biais un petit peu pornographiques aussi dans la façon dont il expose certaines choses. Je ne parle pas de pornographie au sens strictement sexuel, mais sur bien des aspects, avec des descriptions qui peuvent être parfois extrêmement déroutantes, mais c'est un roman que je trouve tout à fait réussi, et je suis vraiment impatiente de poursuivre ma découverte du travail d'Otessa Moshfegh, que je trouve particulièrement talentueuse et abordant des thématiques qui sont très surprenantes. Donc vraiment, si vous cherchez quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, quoi qu'il arrive et quel que soit votre type de lecture habituel, je pense que ce livre est tout indiqué. Vous allez voir que de nombreux genres sont visible dans cette vidéo, même si la dominance est bien évidemment la littérature classique. Vous allez voir qu'il y a également bon nombre d'autres choses, comme jusqu'ici vous avez pu le voir avec la littérature contemporaine. Je poursuis dans ce cadre-là, mais avec un ouvrage qui va s'illustrer dans la littérature, je dirais, plus thriller, même si
en ce qui me concerne, je n'aime pas du tout ça habituellement. Et pourtant, j'étais obligée de mettre ce roman dans cette sélection. Ce n'est pas une lecture, et c'est en cela que je veux nuancer, qui m'a captivée par sa forme, son style, ou son aspect, je dirais, littéraire, quel que soit ce que peut signifier ce mot-là. Bien évidemment, je n'ai pas été subjuguée par les figures de style, par le vocabulaire employé, etc., etc. En revanche, c'est un livre qui m'a mise profondément mal à l'aise, qui m'a très lourdement interrogée, et en cela, je l'ai trouvé particulièrement brillant. Il s'agit donc de Une fille comme les autres de Jack Ketchum, que je ne pense pas être disponible en neuf. Moi en l'occurrence je me le suis procuré d'occasion sur Vinted. Jack Ketchum, c'est un auteur dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises, notamment dans le milieu de la littérature horrifique. En l'occurrence, ce roman, je ne le rangerai pas du tout dans le cadre du livre d'horreur, puisqu'on est en face de la réécriture d'un fait divers qui a donc véritablement eu lieu. On est dans une petite ville dans les années 50, donc vraiment cet ouvrage transpire l'atmosphère des années 50 aux États-Unis. On a ces descriptions finalement des villes qui sont très sûres, dans lesquelles les habitants ne ferment pas leurs portes, et finalement ce qu'on va voir émerger, c'est le mal qui certes ne peut pas venir de l'extérieur mais finit par venir de l'intérieur. On va avoir des scènes absolument ignobles dans ce roman, donc pour vous schématiser un petit peu et vous faire un résumé grossier de ce que nous trouvons dans Une fille comme les autres, nous suivons Meg qui, suite à l'accident de ses parents, se voit placée chez sa tante avec sa petite sœur. Cette tante, elle a des garçons, elle a 3 garçons je crois, ou 2 garçons, je ne sais plus. Et Meg va devenir le souffre-douleur finalement de cette famille, mais pas seulement. Il va y avoir toute une partie exhibition des souffrances de Meg, de ses humiliations. C'est extrêmement dérangeant. Je ne me voyais pas ne pas parler de ce titre parce qu'il fait vraiment partie de ces ouvrages qui ne me quitteront pas. Je pense de sitôt, mais encore une fois, ce n'est pas pour sa dimension littéraire, et véritablement je ne vous invite pas à y aller si vous ne voulez pas vous retrouver dans un état de réflexion assez écœurant, assez difficile concernant finalement notre possibilité d'agir dans des situations qui sont affreuses et parfois qui nous mettent en fait en face de notre humanité, de notre capacité à agir et à nous opposer finalement à ce qu'on considère comme être la loi, comme être je dirais le rapport à la justice, etc., etc. Bref, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas voilà, sachez que n'y allez pas sans réfléchir en amont à l'action de lire cet ouvrage qui, à mon sens, fait partie des livres les plus déroutants que j'ai pu lire, et pas dans le sens de La Maison des Feuilles par exemple, qui va vous proposer quelque chose de déroutant sur le plan vraiment psychique et qui va remettre en question un petit peu, je dirais, les limites de votre conceptualisation des espaces, et qui va jouer avec vos peurs primaires. Là on est sur quelque chose de très pervers et de très explicite, donc encore une fois, réfléchissez avant d'y aller, mais il devait faire partie de la sélection de ces titres qui m'ont marqué cette année. Je poursuis avec 2 ouvrages de Stephen King complètement différents, mais je vais les aborder rapidement puisque j'en ai parlé assez longuement en avis lecture. Je pense à Jessie et à Misery, donc, dont je connaissais les adaptations dans les 2 cas, mais je n'avais pas lu les ouvrages. Ce sont des livres de King qui sont très brefs et qui sont tous les 2 très prenants. Le premier, Misery, vous le connaissez peut-être donc pour l'adaptation cinématographique que je vous mettrai en photo juste ici. Dans cet ouvrage, on va suivre Paul Sheldon, qui est un auteur à succès qui travaille sur une série s'appelant donc Misery, qui met en scène les aventures d'une jeune femme, donc ses aventures amoureuses dans un cadre historique, bref, et qui connaît vraiment un engouement certain auprès d'un public majoritairement féminin. Et Paul Sheldon possède une tradition. Cette tradition, c'est de donc dormir dans une chambre d'hôtel lorsqu'il termine son ouvrage et qu'il met un point final à un de ses tomes, et de se commander, je crois que c'est une bouteille de Dom Pérignon si je ne me trompe pas. Ce jour-là, il va donc effectuer ce fameux rituel, mais devoir prendre la route un petit peu plus tardivement, et malheureusement, les routes étant extrêmement enneigées, il va avoir un accident de voiture et il va donc être pris en charge par Annie...
je n'ai pas son nom de famille, mais par Annie, donc une de ses plus ferventes admiratrices. C'est un roman qui, comme à l'habitude de Stephen King, adopte véritablement une réflexion sur, je dirais, la position, la posture de l'auteur, que ce soit dans la société ou dans sa propre vie, mais qui également aborde la folie avec, sans concession encore une fois, et avec une minutie, une précision qui est assez incroyable. C'est pour cette raison que je vous le recommande vivement. Il fait partie des grands classiques de Stephen King. Jessie ensuite est assez différent. C'est un roman que je trouve un roman de l'intime. On va suivre un couple qui est sur le déclin, qui va se rendre donc dans un chalet au bord d'un lac. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu, puisque lors d'un jeu sexuel qui allait finalement débuter, donc on sent que Jessie est dans l'opposition franche à la sexualité avec son mari d'une part, donc c'est déjà quelque chose que je souhaiterais préciser, c'est cette position et ce point de vue féminin concernant la sexualité non consentie avec l'époux, qui est très bien amené par Stephen King dans Jessie. Ensuite, donc on va avoir cette scène dans laquelle le mari de Jessie l'attache à son lit avec une paire de menottes, d'où la représentation que vous pouvez voir sur la couverture. Et ce mari va faire une crise cardiaque et Jessie va donc se retrouver attachée à ce lit. Donc on va la suivre finalement dans un huis clos éreintant pour nous en tant que lecteurs, comme pour elle en tant qu'actrice véritable de la situation. C'est très difficile à lire, c'est assez insoutenable par moments, puisqu'on sent les forces de Jessie décliner d'un point de vue physique, mais également sa conception des choses, sa vision de son environnement, sa perception globale s'altérer progressivement. Cette altération va donner lieu à une réflexion générale et assez étrange sur le potentiel fantastique de l'œuvre, pour finalement se boucler sur quelque chose d'encore différent dont je ne vous dévoilerai pas toutes les aspérités, puisque je ne souhaite pas ici évoquer la fin de ce roman qui mérite très largement d'être découvert. Quoi qu'il en soit, il fait partie de ces romans de Stephen King que je relirai avec plaisir, peut-être en audio. C'est une expérience que j'aime beaucoup faire, la lecture des ouvrages de Stephen King en audio, puisqu'il y a quelque chose de très immersif dans ces univers, à la fois très cinématographique dans les descriptions qu'il opère, mais aussi très prenant dans le vocabulaire qu'il peut choisir, qui est certes accessible, mais qui malgré tout reste très intéressant, je trouve, d'un point de vue littéraire. Quoi qu'il en soit, lisez Stephen King si vous en avez l'occasion, et si vous l'avez déjà découvert, sachez que ces deux titres sont tout à fait rentrent en tout cas dans la tranche des ouvrages de Stephen King, d'une part je pense fondateurs, mais aussi particulièrement réussis. Petite parenthèse poétique avec L'autre moitié du songe m'appartient d'Alicia Gallienne, qui est donc un recueil de poèmes qui m'a bouleversée et qui, je pense, bouleverse la totalité des personnes qui le fréquentent. Donc Alicia Gallienne va rédiger ce recueil de poésie à l'âge de 20 ans. C'est un recueil qui est finalement mis en ordre post-mortem, donc ce sont ses proches qui ont travaillé notamment sur l'élaboration, je dirais, de parties dans L'autre moitié du songe m'appartient. Je pense que nous pourrions nous arrêter quelques secondes sur la beauté de ce titre. C'est quelque chose qui me frappe souvent, et d'ailleurs je me procure assez régulièrement des ouvrages pour cette raison-là, pour à savoir un titre que je trouve particulièrement élégant. Là en l'occurrence j'avais connaissance de ce titre et mes attentes ne se limitaient donc pas à un titre élégant. En revanche, j'ai vraiment trouvé dans ce recueil quelque chose de tellement intime, personnel, de quelque chose d'avorté aussi, ce qui semble logique compte tenu du fait qu'Alicia Gallienne meurt donc à l'âge de 20 ans d'une maladie dégénérative qui prend très vite des proportions gigantesques et qui vont freiner cette existence passionnée qu'elle entamait avec une ardeur et une ferveur qu'on ressent dans sa poésie. C'est vraiment un texte qui est tout à la fois empreint d'espoir, de désespoir, d'interrogation sur la mort. C'est une sorte de testament également sur bien des aspects. On parle beaucoup d'amour aussi, du besoin d'aimer quand on sait que nos heures sont comptées, de ce besoin de se donner à l'autre finalement. C'est vraiment un texte qui est viscéral, qui prend aux tripes, qui nous laisse, je dirais, complètement démunis face à l'imminence de la mort, mais aussi à l'impossibilité d'en échapper, qui peut paraître profondément injuste quand on sait que donc qu'Alicia avait seulement 20 ans à ce moment-là et qu'elle brûlait vraiment la vie par les deux bouts. C'est vraiment
c'est difficile, voilà, c'est un texte qui est difficile, c'est un texte qui est émouvant, c'est un texte qui fait pleurer. Des fleurs à l'intérieur, parce que j'en avais glissé quelques-unes lorsque j'avais fait des photos pour Instagram, mais c'est un ouvrage que je trouve très beau. D'ailleurs, je le garde un petit peu comme ouvrage de chevet, comme vous pouvez voir, j'ai un marque-page ici, il m'arrive parfois de m'y replonger. Pour vous donner un exemple, je vais prendre un poème, peut-être un poème de début, enfin de la première partie de cet ouvrage. Sachez toutefois que j'ai pris beaucoup de notes concernant également la présentation de l'ouvrage, c'est-à-dire avant même que la prose d'Alicia soit exposée, puisque je trouvais que c'était très impactant et que pour le coup cette œuvre fait véritablement partie des titres qu'on ne peut pas séparer de leur auteur, ça me semble impossible. On a ici un poème donc dédié à sa maman. Doucement je reprendrai ma place dans le grand fauteuil qui s'endort. Le soir sera à la fenêtre, il dansera sur une chanson douce comme chantait ma maman. Il dansera jusqu'à l'étourdissement. L'arbre du jardin s'éteindra dans l'ombre et soupirera des prières pleines de feu. Mon âme s'abandonnera alors à ces psaumes silencieux qui embraseront ton nom. Oui, je serai là où mon bonheur habite, entre ces quatre murs où aboutit le regard de l'obscurité, où il n'y aura que moi et mon fauteuil, puis l'espace pour t'appartenir. Dire que je t'aime et je t'attends, c'est encore beaucoup trop de pas assez. Il y a des choses qui sont un petit peu plus philosophiques, je dirais. Donc on a ce texte-là que j'avais sélectionné, donc renouveler le doute. Je ne connais que 3 formes de courage. Elle s'exprime dans l'acceptation de sa différence, dans celle de la douleur et enfin dans celle de la mort. Pour moi, le courage est une des formes de l'intelligence humaine. Je souhaite qu'elle ne soit jamais la figure âpre de la résignation. Tout homme se promène sur terre avec une arme chargée dont il sait que la dernière balle sera pour lui. On est toujours le dernier à partir et c'est toujours trop tôt. Le suicide m'effraie plus que tout au monde. Pour la première fois, un regard d'homme perd sa foi. Et quand un homme perd sa foi, je crois qu'il perd sa vie. Ce qui me fait le plus peur, en somme, c'est de penser à la détresse humaine. Lorsqu'elle aboutit au suicide, c'est la pauvreté même, la négation même. Le suicide n'est pas un péché. Il est inutile de toujours tout ramener à la religion. Disons que l'on s'arrache à soi-même l'extrême onction et que l'on se le jette à la figure. C'est sans doute la dérision qui est le plus terrible. La religion ne donne pas un sens à la vie, je ne le crois pas. Mais elle donne son sens à la mort, et c'est pour cela que l'on se l'attache à vie. Pour moi, la foi est à reconquérir. Elle m'a quittée et elle me manque. Ou plutôt, je l'ai quittée et je lui manque, je ne sais plus. Mais j'ai trop de perception de l'au-delà pour ne pas croire à la survie de l'être. Le plus beau reste encore à voir et à découvrir. Le courage est mon exigence idéaliste. Le courage, c'est aussi renouveler le doute. Voilà, donc ce sont des petites considérations qui viennent nécessairement, comme je vous le disais, avec cette espèce d'horizon immédiat de la mort. Et encore une fois, immédiat et inarrêtable. Et c'est vraiment très beau. C'est extrêmement touchant. Si vous avez peur de la mort, bien évidemment, ça va provoquer en vous des réactions qui seront viscérales là aussi. Mais c'est une lecture qui vaut vraiment la peine d'être faite. Donc évidemment c'est une forme poétique, mais comme vous voyez il y a des choses qui sont beaucoup plus libres et qui s'apparentent plus, je dirais, à des espèces de pensées distribuées à la volée sur le papier. Et ça, ce sont des choses que j'aime beaucoup personnellement. Je sais que pour certains c'est ce qui s'apparente à de la littérature de gare, de bas étage, avec des considérations de comptoir, etc., etc. Mais je trouve que parfois, dans l'immédiateté et dans cette espèce de sortie de l'inertie et d'absence de réflexion face à notre quotidien, on peut produire des choses qui sont magnifiques et qui ont cette dimension universelle que pour ma part je considère comme étant un des critères d'intelligence dans l'écriture. Je poursuis avec Mâchoire de Monica Ojeda, qui est donc un ouvrage traduit de l'espagnol, puisque Monica Ojeda est une autrice qui vient de l'Équateur. C'est un ouvrage dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui se range dans cette catégorie des ouvrages un petit peu étranges, mettant en scène des protagonistes féminins, seulement féminins. On va avoir ce rapport aux femmes qui va être très particulier. On va suivre un groupe d'amis, un groupe d'adolescentes finalement, qui s'adonnent à des rituels qui sont assez
qui là aussi se rapprochent très largement du paganisme, mais qui vont également jouer avec cette espèce de contestation de l'ordre établi et de contestation de la hiérarchie sociale, avec cette opposition avec les figures professorales qu'elles vont pouvoir rencontrer. On va avoir également toute une partie qui va faire penser à un récit très proche du réalisme magique, chose dont je ne suis pas coutumière et qui ne m'est pas particulièrement, je dirais, sensible. Mais avec ce titre-là, ça a été une prise, une saisie immédiate et je n'ai été relâchée et recrachée qu'à la fin de cet ouvrage. Je me sentais absolument poisseuse à la fin de cette lecture. C'est vraiment un ouvrage qui est teinté de gris et qui petit à petit bascule dans une obscurité de plus en plus grande et de plus en plus étouffante, mais en même temps j'ai trouvé que c'était incroyablement bien écrit, que l'autrice parvenait divinement à faire passer les messages qu'elle souhaitait faire passer, tout en conservant leur mystère, puisque encore aujourd'hui je serais incapable d'exposer avec franchise et avec tact les propos réels de l'autrice, parce qu'ils sont si sensible au sens vraiment de l'expérience des sens dans ce texte-là, que je ne peux que vous encourager et vous inviter à en faire la découverte, hein, véritablement, en sachant que vous avez largement vous avez des inspirations très largement contemporaines également dans ce titre, majoritairement liées au folklore autour des milieux horrifiques, puisqu'on parle notamment des creepypastas, mais que les jeunes filles en question sont également passionnées par tout ce qui va être de l'ordre du true crime, ou des disparitions inquiétantes, bref, de ces choses qui jouent finalement beaucoup sur nos peurs, quelle que soit leur forme. Il y a des entités également qui sont créées un petit peu dans cet ouvrage. Ces entités, elles vont faire penser à des puissances, un petit peu comme le roi jaune, que je vous mettrai en photo juste ici. Alors personnellement, je n'ai pas aimé le roi jaune, mais en tout cas là, c'est la première référence qui me vient. Mais en ce sens-là, il y a un côté aussi Lovecraftien que j'ai trouvé très intéressant. Alors je n'aime pas dire ça, parce que je trouve que c'est d'une banalité affligeante de mentionner Lovecraft systématiquement lorsqu'on parle de création un petit peu d'une espèce de force et d'entité supérieure, mystique, mais qui se caractérise plus par son étrangeté que par son caractère sacré. Bref, c'est très étonnant comme roman et c'est une expérience que je souhaite vivement refaire cette année, me plonger dans des titres comme celui-là, qui sont finalement complètement inattendus pour moi, mais qui vraiment sont fantastiques. Voilà, ça fait véritablement partie de mes meilleures lectures de cette année et c'est indubitable. Et je poursuis ensuite avec donc La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui est donc publié ici aux éditions de Noël. C'est un ouvrage que je me suis fait un immense plaisir de découvrir, puisque il faut savoir que je ne connaissais absolument pas Sylvia Plath jusqu'à tomber sur... Alors je connaissais Sylvia Plath de nom plutôt, mais je n'avais aucune idée des thématiques que pouvaient bien aborder ses œuvres avant de tomber sur un documentaire de façon complètement inopinée sur YouTube, documentaire qui abordait donc les questionnements propres à l'autrice, qui vont majoritairement avoir pour centre d'intérêt et pour centre de gravité la question de la femme qui écrit à une époque dans laquelle elle n'est pas censée le faire, puisque ce n'est pas son rôle. Donc il y a véritablement un engagement de la part de Sylvia Plath qui souhaite marquer ce droit à écrire finalement au sein de son roman, et évidemment avec une autre thématique qui encore une fois donc rentre dans ces grandes thématiques que j'affectionne tout particulièrement, c'est celle de la folie, puisque les héroïnes de Sylvia Plath passent leur temps à s'interroger finalement sur leur rapport au monde, sur le bien fondé de leur rapport au monde, sur les choix qu'elles peuvent faire, sur les choix également qui leur sont défendus, et sur à quel point ces choix peuvent finalement heurter, je dirais, leur santé mentale. Il faut savoir que ce roman, je l'ai lu dans le même temps que la nouvelle de Charlotte Perkins Gilman, La séquestrée, et que je trouve que les deux titres se répondent bien. Alors La séquestrée est un texte extrêmement court, il me semble qu'il est également traduit sous l'appellation La chambre jaune, si je ne me trompe pas. Et je vous recommande vivement d'effectuer la lecture de La cloche de détresse, si ce n'est pas encore fait, en parallèle de ce titre-là, qui va aborder cette même question d'un point de vue bien plus fantastique, entre gros guillemets, ou tout du moins qui va flirter avec le fantastique, donc c'est très intéressant également. Ce sont finalement des idées similaires qui sont défendues, mais qui ne le sont pas fait ce n'est pas du tout fait de la même façon, voilà, mais je trouve que c'est très enrichissant, je trouve que les deux textes peuvent se nourrir, et en ça peut être extrêmement fructueux pour vous de vous frotter aux deux au même moment,
tout du moins c'est l'expérience de lecture que j'ai faite et vraiment j'ai trouvé que c'était très prolifique. Le cadre est peut-être légèrement différent puisque je n'avais plus de batterie, mais donc concernant la cloche de détresse, vraiment je vous invite d'une part à faire cette découverte en parallèle de la nouvelle de Charlotte Perkins Gilman, mais en plus de ça, je pense que c'est également un ouvrage qui se nourrit si vivement de la vie de l'autrice qu'il serait dommage de passer à côté de tout le potentiel d'interprétation que peut vous donner l'existence de Sylvia Plath. Vous pouvez trouver énormément de vidéos, encore une fois, sur YouTube qui sont extrêmement bien documentées là concernant. Vous avez également un livre qui s'appelle Euphorie, je vous le mettrai en photo juste ici, qui va finalement reprendre la vie de Sylvia Plath de façon romancée. Alors je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc pourquoi pas découvrir un petit peu son existence avant de se plonger dans ces pages et dans toute leur intensité, toute leur brutalité et toute leur profondeur, puisque véritablement l'existence de Sylvia Plath, c'est le fait de se cantonner, de devoir se cantonner à un rôle qui est profondément insuffisant et qui ne permet pas de mettre en avant et de briller selon, je dirais, toutes ses qualités et sa richesse. Et cette frustration finalement qui va naître de cela, et je dirais la souffrance que va engendrer cette frustration. Bref, c'est vraiment quelque chose de très riche et de très puissant, qui se base beaucoup sur l'affect. Donc évidemment il y a un engagement de la part de l'autrice, mais c'est un engagement qui va au-delà, je dirais, de la question de la position de la femme, même si bien évidemment elle est interrogée. Elle, véritablement, c'est ce besoin d'écrire qui je dirais, répond à un besoin de vivre. C'est l'écriture pour vivre. C'est en ça que finalement ce qui est abordé pour moi, c'est tout autant la position de la femme que la position de l'écrivain. Et pour cette raison, je trouve que voilà, c'est vraiment très intéressant, très bien fait et très bien écrit aussi. Donc voilà, je vous le recommande également vivement, mais ce que je vais vous dire pour la totalité des titres de cette vidéo. Je continue avec donc les nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Donc on va rentrer un petit peu plus dans des titres classiques ici. Je dirais que finalement on va être dans l'entre-deux. Ce que je vous ai montré jusque là, ce sont des lectures que j'ai vraiment adorées. Et qui me restent en tête de façon très vive et intense. Là on va passer à des choses déjà qui, je dirais, sont encore un petit peu plus ancrées, et par la suite on finira avec, je dirais, la crème de ce que j'ai pu lire cette année, ou tout du moins dans mes ressentis très personnels. Les nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, je n'ai pas beaucoup de choses à en dire, simplement j'ai trouvé que c'était des nouvelles très intéressantes. J'ai notamment fait étudier l'une d'elles en classe. Je pense que sans surprise pour les enseignants, c'est Comment Wang Fo fut sauvé, qui propose véritablement une analyse de l'œuvre d'art, de l'artiste, très intéressante, et qui rejoint finalement tous les codes de la philosophie classique et antique, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez Marguerite Yourcenar, cette érudition qui transpire finalement de tout ce qu'elle peut dire et de toutes les réflexions qu'elle peut amener. Il me semble avoir vu que les nouvelles orientales avaient été rédigées avec son père, si je me rappelle bien. Je ne me souviens plus où est-ce que j'avais trouvé cette information. Si je trouve la source en question, je vous en parlerai. Donc vous avez 10 nouvelles ici. Ces 10 nouvelles, elles sont inspirées de contes du monde. Donc vous avez des contes taoïstes, vous avez des contes japonais, vous avez tout un tas d'univers très différents qui vont se rencontrer au sein des nouvelles orientales, mais chacune d'entre elles possède une aura, une atmosphère qui lui est propre. Et je trouve que ces textes extrêmement brefs permettent, avec un talent certain à Marguerite Yourcenar, d'exprimer des réflexions sur des thématiques extrêmement larges, très intéressantes aussi. Voilà, donc je pense que c'est une bonne alternative, pourquoi pas, pour découvrir la densité de la plume de Marguerite Yourcenar, qui peut être incroyablement déstabilisante au premier abord. J'avais pour ma part commencé la lecture en première année de licence de L'œuvre au noir, que j'avais dû laisser de côté pour la simple et bonne raison que mon capital, je dirais, littéraire à cette époque-là était à mon sens insuffisant pour prendre du plaisir à lire Marguerite Yourcenar. Et en l'occurrence, c'est une autrice qui écrit avec une minutie, une perfection qui est palpable, et c'est assez déroutant quand on est un lecteur non aguerri, je dirais. Donc à mon sens, Marguerite Yourcenar se lit finalement
peut-être un petit peu plus tard dans sa vie de lecteur, même si ne vous privez jamais du plaisir de lire Marguerite Yourcenar, mais je peux comprendre que ce soit déroutant d'être en face d'un tel niveau stylistique, voilà. Je dirais que la seule, ce qui pour moi s'apparente à une expérience esthétique similaire, mais vraiment c'est très personnel, c'est d'un point de vue purement stylistique, encore une fois, Les Liaisons Dangereuses de Chauderle de Laclos. Enfin, vraiment pour moi ce sont deux romans, voilà, qui s'illustrent avec une pardon, je parlais des mémoires d'Adrien ici. Je ne l'ai même pas abordé, mais le travail en fait c'est un travail raffiné, et si raffiné qu'on peut en perdre le fil parfois, voilà. Mais véritablement, découvrez Marguerite Yourcenar si vous en avez l'occasion. Je manque de clarté, je m'en excuse. Je continue avec un ouvrage que j'ai lu en fin d'année, Vigdis Lafarouche de Sigrid Undset, dont je ne vais pas vous parler très précisément puisqu'un vlog va arriver sur la chaîne prochainement concernant donc 5 lectures, 5 prix Nobel de littérature. J'ai lu ce roman-là dans ce cadre. Sigrid Undset, c'est donc une romancière norvégienne qui ici va très largement parler donc du cadre islandais. Donc on est vraiment dans ces pays extrêmement froids. D'ailleurs on a une écriture ici qui est très froide. Ce qui est assez surprenant si vous avez lu Jenny, je trouve que c'est complètement différent. Dans Jenny, on avait quelque chose qui s'apparentait presque à Madame Bovary pour moi sur certains aspects. Ici, pas du tout. On est en face d'une héroïne qui est mobilisée, je dirais, qui est investie et qui, voilà, qui se nourrit de sa haine avec une force et une puissance qui n'a rien à envier aux plus grands héros qu'on a pu voir, aux plus grands héros tragiques, quelle que soit toute catégorie confondue. Et c'est vraiment un ouvrage très puissant, très fort. En revanche, la langue est encore une fois froide, cassante, et je peux comprendre qu'au premier abord, on soit réticent et mal à l'aise face à cette découpe de la langue qui est d'une brutalité assez difficile à décrire. Chez Sigrid Undset, ce qui est vraiment intéressant, c'est la psychologie des personnages qu'elle travaille. Ici, cette psychologie va transparaître des actions des protagonistes, mais on ne va pas l'aborder en profondeur comme on va le faire dans Jenny, qui est beaucoup plus contemplatif, je dirais. Ça reste néanmoins un très très bon roman dont je devais vous parler durant cette vidéo. Je poursuis avec donc Lettre AD d'André Gorz, dont vous avez entendu parler, je pense, des milliers de fois sur YouTube. Je le mentionne ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, on est donc en face d'une lettre d'André Gorz, donc qui revient avec 50 années de recul sur son existence maritale aux côtés de son épouse qui va donc très prochainement décéder. 2 ans après cet ouvrage, il me semble que c'est 2 ans, les deux époux vont se donner la mort afin de quitter ce monde ensemble. C'est une espèce de testament avant l'heure. C'est un petit texte qui est bouleversant, qui est très intéressant, qui est d'une richesse assez impressionnante, et c'est une des plus belles déclarations d'amour que j'ai pu lire, donc je vous encourage vivement à le lire. Je vais essayer de vous trouver un passage que j'avais notamment adoré, mais j'ai l'impression que j'ai pas pris de notes sur le livre, donc ça va être plus complexe que prévu. J'ai trouvé le passage en question, mais je vais mettre un post-it pour ne pas le reperdre. Je prétends parler de toi comme de la seule femme que j'ai aimée d'amour, et de notre union comme de la décision la plus importante de nos 2 vies. Mais de toute évidence, cette histoire ne me captive pas, ni les 7 ans qui, au moment où j'écrivais Le Traître, se sont écoulés depuis cette décision. Être passionnément amoureux pour la première fois, être aimé en retour, c'était apparemment trop banal, trop privé, trop commun. Ce n'était pas une matière propre à me faire accéder à l'universel. Un amour naufragé, impossible, ça fait au contraire de la noble littérature. Je suis à l'aise dans l'esthétique de l'échec et de l'anéantissement, non dans celle de la réussite et de l'affirmation. Il faut que je m'élève au-dessus de moi et de toi, à nos dépens, à tes dépens, par des considérations qui dépassent nos personnes singulières. J'aime beaucoup cette conception qui nous est très familière de l'artiste qui a besoin de souffrir pour créer. Je trouve qu'elle a des limites bien évidemment, mais j'aime beaucoup toute la cristallisation romantique qu'on peut avoir autour de la figure du poète maudit. Donc c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ça, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée au travers de ce livre, puisqu'on sent véritablement que André Gorz a abordé aussi cette histoire d'amour avec cette dimension très littéraire qui l'habitait de toute façon, de façon indubitable, et qu'il ne pouvait pas réfréner.
Je poursuis avec un ouvrage qui n'a rien à voir encore une fois et je suis désolée pour le manque de cohérence peut-être de cette vidéo. J'aurais peut-être pu essayer de tisser des liens entre les ouvrages que je vous propose, mais ainsi vont les choses. Donc Han Kang avec La Végétarienne, que j'ai donc lu cette année, qui est un ouvrage très particulier dont je vous ai parlé récemment. Et je sais que je vous dis ça pour beaucoup de titres. La Végétarienne est très... et végétale, voilà. Vous allez trouver ça assez... c'est un pléonasme compte tenu du titre. Mais on va suivre donc une jeune femme, donc Yong Ye, qui donc un soir va faire un rêve. Suite à ce rêve, elle va se refuser à manger toute forme de denrées s'apparentant à l'animal. Donc elle va vraiment devenir, alors ici on appelle, les choses sont appelées végétarisme, mais c'est du végétalisme. Ça va être extrêmement mal reçu par son mari, extrêmement mal reçu par sa famille. Certaines scènes sont d'une violence inouïe et très difficile lorsque vous êtes un petit peu sensible à la question. Et c'est assez surprenant. La langue de Han Kang est très particulière. On a 3 points de vue ici, donc il y a véritablement 3 modes d'expression et de considération concernant cette question du végétalisme. Il faut savoir que dans 2 d'entre eux, il est traité comme une folie qui va s'ancrer et qui va posséder Yong Ye, et dans un 3e cas, tout aussi déroutant, ce végétarisme va donner lieu à une espèce de glorification du corps, de mystification du corps et de flirt avec la folie. Donc c'est assez particulier et c'est fait avec là aussi une minutie qui est assez incroyable. Donc Han Kang, elle a obtenu le prix Nobel de littérature cette année. Je n'ai rien lu d'autre de l'autrice, mais en revanche je trouve que, en tout cas ce titre m'a donné envie de découvrir beaucoup d'autres choses de sa production littéraire. Faut savoir que je trouve que ces ouvrages sont assez difficiles à trouver systématiquement lorsque je me rends en librairie indépendante. Si je souhaite découvrir son travail plus en profondeur, je dois passer par la commande. Les ouvrages ne sont pas disponibles, donc c'est quelque chose déjà que je trouve très surprenant. Je sais que Impossible Adieu est disponible en librairie depuis un petit moment maintenant, mais je n'ai toujours pas pu en faire la lecture donc. En tout cas, La Végétarienne m'a donné envie d'en savoir plus et je vais avoir du mal à décrire et décrypter ce texte dans les détails, et je dirais avec le microscope correspondant, puisque je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment à analyser avec une profondeur que cette vidéo là ne me permet pas d'aborder. Je pense qu'il y a également beaucoup de choses qui sont en lien avec la culture coréenne et qui me sont peut-être un petit peu étrangères encore. En tout cas, c'est une littérature que j'aime beaucoup fréquenter et que j'espère avoir l'occasion de découvrir plus en profondeur au cours de l'année 2025. Je continue encore avec donc une autrice que j'ai découverte cette année avec Délicieuse pourriture. Il s'agit de Joyce Carol Oates. Donc c'est un ouvrage qui m'avait été proposé par Glyph, me semble-t-il. J'ignorais tout de sa brièveté, mais j'ai été captée par son résumé que je trouvais assez intéressant. Donc on va suivre Gillian Bauer, qui est une jeune étudiante de 20 ans, brillante, qui va tomber amoureuse de son professeur, et c'est voilà, cette relation extrêmement toxique. Et plus particulièrement, je dirais, le joug, la puissance de la manipulation, de l'impact qu'on peut avoir sur certaines personnes quand on n'est pas forcément bien intentionné. Ce roman m'a fait beaucoup... Je suis en train de faire le rapprochement, mais j'ai lu il y a 1 an, je crois, La doublure de Melissa d'Acosta, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, bon, alors ce roman est sorti bien avant, mais il y a des échos un petit peu à cela si vous l'avez lu. Ici, les choses sont bien plus brèves et paradoxalement bien plus approfondies. Je pense que c'est une des forces de Joyce Carol Oates, qui a une production littéraire assez impressionnante. J'espère pouvoir la découvrir là aussi plus en détail, mais c'est vrai que Délicieuse pourriture a quelque chose d'extrêmement anxiogène, de très dérangeant, et encore une fois on est dans cette thématique de la chute dans la folie, donc vous voyez qu'il y a quand même voilà, des choses qui reviennent systématiquement dans les lectures qui me marquent. En tout cas c'était extrêmement bien fait, c'est un roman qui se lit très vite, donc si vous souhaitez
souhaitez découvrir l'autrice, pourquoi pas commencer par ce livre-là. Ensuite, une nouvelle très brève, donc dans la collection dont je vous parle très souvent, Le Passager clandestin, donc Audience captive de Anne Warren Griffiths, qui propose ici une analyse, une espèce de satire d'une société, donc dans un roman, dans une nouvelle de science-fiction, une société donc qui n'est finalement pas si éloignée de la nôtre, dans laquelle la publicité prend une place considérable, et bien au-delà de cela, les produits de consommation quotidienne élaborent un dialogue avec vous consommateurs et vous indique à quel point de consommation vous en êtes. Par exemple, votre, je ne sais pas, votre paquet de lessive peut vous indiquer que vous êtes bientôt à court de possibilités de lavage. Voilà. Cette intrusion de la publicité et je dirais du dialogue avec les objets de consommation courante, crée bien évidemment une rupture dans la communication des êtres humains entre eux et une espèce d'urgence du supermarché, je dirais. Il y a cette nécessité de retourner toujours à la consommation brute et immédiate. Alors ce texte, il arrive en 1953, donc je pense qu'il illustre bien aussi les préoccupations d'après-guerre et même durant la Seconde Guerre mondiale, avec cette espèce de phénomène, je dirais, de la peur du manque après la guerre. C'est très intéressant, c'est très bien fait, et la fin est incroyable. C'est une nouvelle à chute qui propose une construction qui n'a vraiment rien à envier aux titres, je dirais, les plus classiques en matière de nouvelles de science-fiction ou de littérature fantastique. Vraiment, je vous recommande ce titre-là si vous tombez dessus en librairie. Il est à un prix tout à fait abordable, voilà, de 5 €. Vous avez une petite présentation et une petite remise en contexte de l'écriture de la nouvelle qui est également très appréciable. Un ouvrage sur lequel je passe très rapidement parce que j'ai élaboré une vidéo assez longue le concernant, un vlog cet été, je vous en ai également parlé en avis lecture. Il s'agit d'Anima de Wajdi Mouawad, qui est un ouvrage polyphonique qui va proposer donc une histoire racontée par le biais de la parole animale. Donc c'est quelque chose de très surprenant. Alors on n'est pas dans de l'anthropomorphisme non plus, c'est assez surprenant. Je dirais qu'on a une espèce d'analyse texturée des comportements d'un être humain bien précis par la conscience animale. Alors cette conscience animale, elle peut être tout à la fois, je ne sais pas, araignées, chauves-souris, oiseaux, chiens, etc., etc. Ce qui nous dresse le portrait finalement global d'un individu qui nous échappe pourtant perpétuellement parce qu'il est en fuite. Il y a vraiment tout ce rapport à la découverte, je crois que c'est de l'Ouest américain, si je me rappelle bien. En tout cas, c'est à travers l'Amérique, c'est une véritable odyssée avec cet homme donc qui a perdu sa femme tragiquement morte, je dirais, sans qu'on sache véritablement comment, pourquoi, et avec une violence assez inouïe et difficilement exposable. Et bon, bref, c'est très compliqué d'aborder ce livre de façon éloquente. Quoi qu'il en soit, c'est une lecture que je vous recommande de faire pour justement ce caractère qui peut paraître à première vue décousu, mais qui finalement est d'une force et d'une clarté assez intéressante, et tous ces paradoxes finalement parviennent à, voilà, encore une fois, à créer une œuvre qui est difficilement abordable, je dirais, en vidéo de façon succincte. Donc je m'en excuse, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir le vlog dans lequel je vous parle plus en détail de cette lecture. Un Zola, évidemment, alors il y en aura un autre, mais dans la catégorie suivante, Son Excellence Eugène Rougon, que j'ai lu durant un voyage en Italie. J'ai beaucoup aimé ce titre. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité et que l'aspect politique est pour certains trop sous-traité. Moi personnellement, je trouve que il est vraiment en arrière-plan de tout ce roman. Il accompagne chacune des actions d'Eugène Rougon et de tous les autres protagonistes de ce roman. Je trouve qu'on baigne aussi dans ce milieu des sphères moyennes, voire hautes sphères parisiennes, de façon complètement différente dans La Curée, qui était beaucoup plus sensible, je dirais. Mais on retrouve
ce milieu parisien corrompu du 19e siècle. On va avoir toute cette question qui est toujours qui est en cours, hein, puisqu'on a ces modifications architecturales qui arrivent sur Paris avec cette architecture haussmannienne. On a tous les bouleversements propres au 19e siècle et les changements de régime qui vont véritablement venir perturber la vie de tout un chacun avec ces chamboulements de régime permanents. Et on va avoir ces figures politiques finalement qui parviennent à toujours se sortir de la sauce, je dirais, en optant et en arborant une espèce de souscription absolue au système et au régime en place, en sachant que ces systèmes sont pourtant d'un mois à l'autre parfois complètement opposés. Et moi j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Je pense que c'est un roman qui parle très bien de la corruption, qui parle très très bien aussi de cette espèce de posture de caméléon qu'il fallait adopter à l'époque pour réussir à rester toujours dans ces hautes sphères et conserver un espèce de pouvoir public apparent. Voilà, qui ne devait jamais être en déclin total afin d'éviter, je dirais, toute forme de scandale. Bref, c'était très intéressant, bien que je puisse entendre que ce ne soit pas le roman favori de beaucoup de personnes concernant les titres de Zola et des Rougon-Macquart. Un roman que j'ai adoré et qui fait partie de mes favoris. Donc là on bascule vraiment sur la crème de la crème, les romans que je pourrais relire, je pense, même immédiatement avec un plaisir non dissimulé et certain. Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est un chef-d'œuvre, une de mes meilleures lectures de cette année. On est donc dans cette vibe, c'est très Dark Academia. Alors je sais que c'est un mot qui est vraiment battu, rebattu, repris, etc. Tout du moins on est dans un roman noir, voilà, psychologique aussi, qui va nous amener donc sur les traces de plusieurs étudiants qui s'adonnent à la pratique de langues anciennes, donc beaucoup de grec notamment. Vous allez avoir toute une partie qui va étudier, je dirais, les espèces de cycles et de traditions dionysiaques. Alors j'ai entendu les commentaires de certains sous l'avis lecture dans lequel je vous parlais de ce titre, je n'arrive plus à parler. Effectivement, la dimension grecque aurait pu être, je dirais, plus exploitée, mais en même temps, je trouve que dans la mesure où elle est finalement le moteur, le ciment, le terreau de l'intrigue principale, finalement elle est à mon sens bien présente. L'autre aspect qui va dominer, c'est donc ce rapport avec un adulte qu'on idolâtre ici, même si c'est complètement au second plan du récit, puisque on a l'impression dans le résumé que le personnage vraiment au centre, le centre de gravité de tous ces jeunes gens va être un enseignant donc de lettres anciennes qui sélectionne ses élèves de façon extrêmement ardue et parfois complètement aléatoire aussi, tout du moins on en a l'impression, ce qui accentue finalement cette impression d'évolution dans une aura de sectaire pour ces étudiants-là. Mais bon, cette figure elle est existante et je dirais qu'elle est essentielle et qu'elle est constitutive même du roman, mais ce n'est pas ce qui va nous capter au cours du récit, même si au début du récit cette figure occupe et prend une place certaine, et que cette figure est également le ciment qui va donc rallier nos différents protagonistes. On est du point de vue d'un des personnages principaux. Ce personnage c'est Richard, et la particularité de ce narrateur, c'est que c'est un narrateur auquel on ne peut pas se fier. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais sa position est assez ambiguë, assez complexe, et il n'est pas toujours honnête avec son lecteur, de par le fait qu'il n'est pas tout simplement pas toujours honnête avec lui-même. Ce qui rend la lecture de ce titre assez expérimentale. On a l'impression d'être dans une enquête qui nous échappe, parce que je dirais le maillon principal de résolution sème des espèces d'indices sans jamais que l'on puisse savoir à quelle importance ils peuvent avoir, et est-ce que véritablement ils vont être structurels de la réponse que nous attendons en tant que lecteurs. En tout cas, vraiment, ce titre fait partie de mes lectures favorites et il est extrêmement divertissant, je ne peux que vous le recommander. Lecture que j'ai effectuée il y a peu également, donc je vous renvoie à mon avis lecture si vous souhaitez en savoir plus. Un de mes plus gros coups de cœur de cette année, c'est Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, qui a elle aussi obtenu le prix Nobel de littérature
Il me semble que c'était en 2000, alors je ne sais plus exactement, mais 2000... Donc prix Nobel de littérature en 2018. Et là c'est pareil, c'est compliqué de vous en parler parce que j'ai déjà abordé la question en long, en large et en travers. Ce que j'aime dans ce roman, c'est sa lumière, il est vraiment très lumineux. Habituellement je n'aime pas ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la lumière qui jaillit des ténèbres dans ce titre-là. Alors ça peut paraître hyper cliché et peut-être que la façon dont j'en parle va être clivante parce que c'est ma perception de l'ouvrage. Mais on a une héroïne qui est aux antipodes des héroïnes traditionnelles. Puisqu'on suit déjà une femme âgée qui s'illustre et grandit, je dirais, au sein d'une toute petite collectivité qui est un hameau en campagne polonaise qui est vraiment soumis à tous les aléas saisonniers. Et cette héroïne, elle va avoir des modes de pensée, des mécanismes de réflexion qui vont être très singuliers dans cette petite communauté et dans cette vie en autarcie qu'elle possède. Donc c'est vraiment particulier. Je dirais qu'on a un petit peu un personnage hors sol qui va se retrouver dans un cadre complètement... Alors un cadre qui est un petit peu mystique, mystérieux, fantastique, féerique, ça c'est certain, mais en même temps avec donc des protagonistes extérieurs qui sont, je dirais, dans une attitude bien plus normée que la sienne. Et en même temps, vous avez pourtant d'autres personnages qui vont s'illustrer comme très marginaux eux aussi, à leur manière, avec des expressions qui sont complètement différentes de celles de l'héroïne, puisque donc Janina, elle possède vraiment des attitudes surprenantes. Donc le synopsis initial de Sur les ossements des morts, c'est la découverte d'un corps. On se rend compte que cette personne est morte étouffée par un petit os. Et il se trouve que donc Janina Doutchenko va être persuadée du fait que ce sont les animaux qui viennent se venger. Donc se venger des sévices qu'ont pu leur faire subir les hommes, mais plus généralement je dirais de l'attitude et de la façon dont ils ont été conçus jusque-là. Donc c'est très, très particulier, très intéressant et vraiment, si je dois employer le terme exact, je trouve que sur bien des aspects c'est complètement barré comme texte. Mais c'est d'une richesse et d'une force que je ne retrouve que très peu dans mes lectures malheureusement, et je suis impatiente de découvrir d'autres titres de cette autrice qui s'illustre et se place pour moi avec ce titre unique comme une révolution un petit peu dans mon milieu littéraire, et je dois reconnaître que j'adore ça. Voilà. Je poursuis avec un ouvrage que je devais lire depuis une éternité. Il s'agit des souffrances du jeune Werther, que j'ai beaucoup annoté, comme vous pouvez le voir, de Goethe, qui est un petit peu, je dirais, qui est un des terreaux du romantisme. Donc on est dans un ouvrage allemand. Un ouvrage qui met en scène donc un jeune homme qui s'appelle donc Werther, qui va tomber fou amoureux d'une femme qui bien évidemment n'est pas disponible, et on va avoir donc toutes les descriptions des affres et des souffrances de ce jeune homme dans un roman épistolaire qui est très particulier. Qui fait la part belle à toutes les descriptions communes du romantisme, à savoir, je dirais, les cadres de vie, la nature majoritairement. On a des descriptions de la nature qui sont formidables dans ce titre et qui sont propres au romantique. On a cette espèce également de jonction, de lien qui est établi et presque de substitution qui est établie entre les émotions du personnage et le temps qu'il va faire notamment, et plus généralement la couleur des feuilles, bref tous les paramètres qui vont véritablement marquer le passage des saisons. Ce protagoniste, il a un tempérament passionné qui prend des proportions évidemment grotesque parfois, mais on a cette sensibilité du romantique qui est poussée à l'extrême finalement, et cette incapacité du romantique à vivre au monde parce que le monde est insuffisant et parce que le bonheur qu'il pourrait potentiellement lui offrir ne suffirait jamais, puisque le romantique, même lorsqu'il obtient ce qu'il veut, reste dans cette espèce d'état de contemplation béate d'un idéal qui finalement lui demeure inaccessible, quoi qu'il puisse faire et quelle que soit la façon dont il le percevait jusque-là.
Voilà, ça reprend tous ces codes-là du romantisme, donc si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Mais pour ceux qui aiment la littérature romantique, vous trouverez bien évidemment tous les codes traditionnels de cette littérature-là, que pour ma part, j'affectionne énormément. Ensuite, je continue avec La vie devant soi de Romain Gary, qui est donc un titre qui n'a absolument rien à voir, mais que j'ai eu le plaisir et le bonheur de découvrir cette année. Chaque année, je découvre un livre de Romain Gary. L'année passée, c'était La promesse de l'aube, qui a véritablement marqué ma rencontre avec cet auteur. C'était une rencontre prolifique, merveilleuse, d'une douceur et en même temps par moments d'un cynisme très particulier, une rencontre avec Romain Gary. Là, on est dans quelque chose de complètement différent puisqu'on est dans quelque chose de fictif. Donc, ce roman est gagnant d'un des prix Goncourt de Romain Gary. Je vous rappelle la fameuse anecdote qui, je pense, ne vous est plus étrangère. Romain Gary est le seul auteur à avoir obtenu 2 fois le prix Goncourt. Une fois avec son pseudonyme Émile Ajar, donc avec le titre La vie devant soi, et la seconde fois avec donc son propre nom, Romain Gary, pour Les racines du ciel, qui sera donc ma prochaine lecture de Romain Gary. Dans La vie devant soi, on est dans quelque chose, encore une fois, de drastiquement différent de La promesse de l'aube, qui était très largement autobiographique et qui était vraiment pour moi d'une jouissance absolue. Il était écrit ce livre est écrit d'une façon brillante d'une part, mais il est drôle, il est touchant, enfin toutes les émotions sont possibles avec Romain Gary. Il vous fait passer par une palette et de nuances, d'émotions qui est incroyable. C'est un des rares auteurs, je trouve, qui parvient à faire cela avec une telle franchise, une telle, je dirais, authenticité, véritablement. Ça, c'est quelque chose qui est très fort chez Romain Gary. C'est la puissance qu'il a à se voir tel qu'il est. Tout du moins, on a l'impression qu'il se voit tel qu'il est. C'est fascinant, absolument fascinant. La vie devant soi est donc un roman pour le coup fictif qui va mettre en scène le personnage donc de Momo. Momo, c'est un jeune garçon qui vit chez Madame Rosa. Madame Rosa, c'est une femme qui recueille majoritairement les jeunes garçons qui n'ont plus leur maman et qui va recevoir une espèce de dot en compensation, voire une pension selon les cas. Momo échappe à cette règle-là puisque Momo n'a pas de parents et Madame Rosa va l'accueillir pour l'accueillir par bonté d'âme puisque cette femme est vraiment déborde d'un amour qui est incroyable. Dans le même temps, on va suivre les fréquentations de Momo qui sont des fréquentations de la rue. Donc on a beaucoup de prostituées notamment, on a beaucoup de personnages qui paraissent très marginaux à cette époque-là, mais qui vont accompagner Momo dans sa quête d'identité et qui vont l'aider à grandir et à réfléchir sur bien des choses, qui vont aussi accompagner Madame Rosa parfois, qui est un personnage très ambivalent aussi, qui peut paraître strict, froid, parfois maltraitant, mais qui en même temps est une figure maternelle absolue pour Momo et auquel on s'attache d'une façon assez incroyable au fil des pages, sans même s'en rendre compte. C'est vraiment le roman de l'humanité pour moi, La vie devant soi, il est formidable. Vraiment formidable. Romain Gary arrive à aborder la langue de l'enfant de la rue à cette époque-là avec une grande force aussi qui apporte une crédibilité au roman qui est d'autant plus, je trouve, appréciable et qui fait qu'on s'attache d'autant plus au personnage parce qu'on a l'impression que Momo est à côté de nous en train de nous raconter véritablement ce qu'il a pu vivre. Pour toutes ces raisons, La vie devant soi, c'est un chef-d'œuvre que je vous enjoins voilà, à découvrir. Je vais rester dans les romans qui sont particulièrement émouvants avec Des souris et des hommes de Steinbeck, qui est également prix Nobel de littérature et dont je vous parle dans un vlog qui arrive prochainement sur la chaîne, dédié donc à ma lecture des prix Nobel. Ma découverte de Steinbeck, c'est ce titre-là, et quel titre, mais vraiment quel titre. Ici, on va suivre donc Lenny et George, qui sont 2 hommes qui arpentent les routes américaines et qui cherchent désespérément à un travail et à se poser pour potentiellement acquérir une terre qu'ils pourront exploiter à leur guise en ne dépendant plus finalement des autres, je dirais des affres du temps, des affres de la volonté de chacun de les employer ou non. Ces 2 protagonistes sont très différents. George assiste Lenny avec une bienveillance qui est magistrale et Lenny est un protagoniste qui s'illustre presque comme un enfant puisqu'il a des capacités cérébrales qui sont considérablement réduite. George l'accompagne encore une fois avec cette bonté qui le caractérise. Beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Le roman
fonctionne, si vous êtes familier du fusil de chasse de Tchekhov, dès l'ouverture du roman, vous savez de quelle façon le roman va se terminer. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous allez être extrêmement surpris parce que c'est un roman qui est circulaire et qui fonctionne incroyablement bien, qui met en avant encore une fois des qualités humaines des protagonistes qui sont incroyables et qui encore une fois va venir un petit peu parler de cette candeur, de ces personnalités, de ces personnages qui sont encore une fois candides, naïfs et qui ils ne peuvent pas évoluer dans un monde qui est trop violent pour eux, je dirais, et qui paradoxalement, en étant violent sans le vouloir, incarne, je dirais, toute la maladresse d'une existence qui n'est pas à sa place dans un monde qui est beaucoup trop stigmatisant, beaucoup trop fatigant pour finalement je dirais ces intelligences vives, ces intelligences sensibles et premières qui ont un côté très enfantin. Voilà. Et on a véritablement ça avec le personnage de Lenny. C'est un roman qui est très touchant, qui se lit extrêmement vite, hein. Comme vous pouvez le voir, je l'ai lu en 1 jour et demi, mais je m'en rappelle comme si c'était hier, même si c'était finalement il y a assez peu. Je sais que ce sont les personnages qui m'ont bouleversée parce que je me rappelle du nom de chacun des protagonistes. On a une espèce de construction en miroir qui est faite aussi avec notre personnage que vous rencontrez au cours de la lecture, qui vit depuis des années avec un chien qui commence à être extrêmement âgé, qui a de l'arthrose, qui est en souffrance à l'idée de vivre, mais qui continue à suivre son compagnon humain avec une assiduité et une ferveur qui est vraiment immuable. Vraiment, il y a tellement de choses intelligentes dans ce roman, je peux que vous inviter à le lire. Je suis impatiente de découvrir Les raisons de la colère, qui sera certainement une de mes lectures de l'année 2025, mais ça fait partie de ces ouvrages des souris et des hommes qui sont sortis de ma bibliothèque et qui n'auraient jamais dû le faire, qui auraient simplement dû être une lecture immédiate parce que c'est un véritable bijou qui est très bref, encore une fois, que vous pouvez vous permettre de lire durant une journée. Alors vous aurez le cœur brisé, je ne vais pas vous le cacher, mais très honnêtement, ça en vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine d'avoir le cœur brisé et de lire ce titre et de se rendre compte de l'humanité qui vraiment qui dégouline des romans de Steinbeck et de ces inégalités sociales aussi qui sont dénoncées, de cette Amérique profonde qu'on décrit de façon extrêmement crue. Bref, découvrez ce roman si vous en avez l'occasion parce qu'il est absolument merveilleux. Le cadre a peut-être légèrement changé, j'en suis désolée. Alors, je termine, il me reste 2 ouvrages, donc je suis désolée, la vidéo va être considérablement longue, comme d'habitude. Je termine avec donc Le Maître et Marguerite. Là, encore une fois, je ne vais pas épiloguer longtemps sur cet ouvrage puisque je vous en parle plus longuement dans un avis lecture. Le Maître et Marguerite va à... Alors, c'est vraiment un ouvrage qui est découpé en 2, hein. Il faut que vous le sachiez parce que la présentation qui est faite dans le résumé ne représente qu'une moitié du roman. On a l'arrivée finalement du diable à Moscou. Et non, à Saint-Pétersbourg, je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez toute une partie qui va beaucoup plus jouer. C'est ma partie favorite, hein, sachez-le. Alors, je sais que ce n'est pas la partie de fond en théorie, mais je l'ai trouvée vraiment passionnante. Donc, on va voir cette figure qui va s'incarner dans un homme à chapeau et l'apparition d'un chat. Donc déjà c'est très surprenant parce que si vous abordez ce roman comme classique de la littérature russe, ce qu'il est, vous allez être assez surpris des libertés que prend Bulgakov qui sont véritablement déroutantes pour un lecteur, même contemporain, qui va se tourner vers cette littérature-là en attendant peut-être quelque chose qui ressemblerait à Dostoïevski, parce que c'est ce questionnement finalement de l'espèce de posture du diable, de la folie, etc. Ce sont déjà des thèmes qu'on retrouve très largement dans la littérature russe classique, même si Bulgakov fait aussi partie des auteurs classiques, mais je vais essayer de nuancer un petit peu. Il faut savoir que ce roman prend des libertés qui sont, encore une fois, déroutantes pour le lecteur. D'autant que la littérature russe peut paraître très codifiée, même lorsqu'elle aborde des sujets un petit peu marginaux ou un petit peu complexes en Russie. Là, c'est très très surprenant. Je dirais que vraiment c'est un ouvrage qui
qui accepte de rompre avec des espèces de codes convenus pour créer sa propre ligne de construction et sa propre marginalité, parce que véritablement il est complexe de comparer cet ouvrage à un autre. Évidemment, la seconde partie fait penser au mythe de Faust, puisque vous avez cette idée donc de Marguerite qui va faire un pacte avec le diable pour récupérer le maître, qui est un auteur dont elle est follement amoureuse. Donc il y a toute cette histoire de l'artiste maudit, etc. etc. Et vous avez en parallèle de ça donc des scènes qui se déroulent dans un hôpital, donc toute la dimension, je dirais, un petit peu de la folie qui va être abordée, de la folie plus contemporaine, plus médicalisée, au sens de poser des diagnostics sur des personnes qui peuvent paraître mentalement déviantes. C'est véritablement de cette façon que sont conçues les choses, en tout cas dans le roman lorsqu'elles sont exposées. Bref, c'est un roman qui est très particulier, qui s'ancre très largement, je dirais, dans un héritage fantastique, mais qui en même temps s'en émancipe en adoptant des codes burlesques qui sont, encore une fois, très surprenants au sein de la littérature russe. Je ne vous en dis pas beaucoup plus parce qu'encore une fois, vous avez une vidéo qui en parle largement sur la chaîne, je crois qu'elle sera déjà sortie, mais ça fait partie de ces ouvrages qui sont hors du commun, qui vous sortent complètement de ce à quoi vous vous attendiez. Moi, pour ma part, lorsque j'ai commencé ma lecture, j'étais vraiment déroutée. Je ne savais pas comment me positionner, mais ça a été, voilà, encore une fois, une expérience riche, prolifique et que je ne regrette absolument pas. Je termine, et ce sera donc le dernier titre de cette vidéo, avec L'Assommoir de Zola, que j'ai lu de même, que j'ai commencé en Italie et que j'ai terminé donc en rentrant en France. Alors nécessairement Zola, je pense que je peux vous mettre tous les titres de Zola que j'ai pu lire dans mes favoris. D'ailleurs je crois que c'est le cas depuis que j'ai commencé cette chaîne. Il me semble que chacune de mes lectures de Zola rejoint le panthéon de mes meilleures lectures chaque année. L'Assommoir, c'est assez particulier parce que je suis fatiguée d'employer ce terme, je vais essayer de varier un petit peu. Je dirais que L'Assommoir, vous le connaissez même sans l'avoir lu, donc c'est la particularité. J'avais lu de très nombreux extraits de ce titre-là. Je connaissais le personnage de Gervaise presque comme une vieille amie, une vieille connaissance, parce que ma maman avait donc très largement abordé ce personnage à de multiples reprises avec moi lors de conversations dans ma vie. De même pour le personnage de Nana que je connaissais en amont. C'est vrai que les personnages de Lantier, de Coupeau sont voilà aussi des protagonistes qu'on fréquente de façon assez large lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la littérature, parce que toute personne parlant de Zola arrive forcément à un moment donné sur le terrain de l'Assommoir, je dirais, au même titre que sur le terrain de Germinal. Et donc ces œuvres, que vous les ayez lues ou pas, vous connaissez un petit peu toute l'aura qui les englobe et je dirais les grandes lignes de ce récit. La propriété d'un chef-d'œuvre et la chose, je trouve que l'Assommoir illustre bien, c'est que finalement, quelles que soient vos connaissances sur un récit classique, la lecture la force de la lecture n'en est pas amoindrie. Voilà. C'est vraiment un ouvrage divin que j'ai adoré découvrir. Alors évidemment chez Zola, la plume est très variable d'un ouvrage à un autre. Et je dirais que on sent que les volontés ne sont pas toujours les mêmes. Ici on est dans quelque chose de beaucoup plus sensible, par exemple, que son Excellence Eugène Rougon, dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo, qui avait un côté bien plus journalistique et analytique. Là on suit la destinée finalement de protagonistes écorchés vifs et qui partent avec un capital familial qui est un handicap certain et duquel ils ne pourront pas se défaire finalement. Donc ça rejoint, pour moi l'Assommoir, je comprends en ce sens qu'il soit aussi emblématique, c'est qu'il incarne bien toutes les thématiques chères à Zola et qui sous-tendent finalement toute la pensée naturaliste, à savoir cette espèce de transmission d'une tare initiale qu'on va retrouver déclinée de multiples façons chez tous les protagonistes qui vont arpenter les pages des Rougon-Macquart. Voilà. Et vraiment, l'Assommoir était super. J'ai terminé de vous présenter donc 24 ouvrages qui m'ont marqué cette année. J'avais prévu d'aborder donc la question des mangas, mais je pense que c'est quelque chose que je ferai ultérieurement dans une vidéo dédiée, parce que véritablement je suis à 53 minutes sur ce fichier là, mais j'ai 20 minutes qui ont été filmées donc en amont sur le fichier précédent.
je pense que ça suffit largement. J'espère vous avoir donné des pistes de réflexion pour vos futures lectures, vous avoir donné envie de découvrir certains auteurs, certaines autrices. N'hésitez pas à me partager, vous, en commentaire, vos meilleures lectures de cette année, ceux qui vous ont... les auteurs qui vous ont vraiment accompagné, qui ont changé votre perception de certaines choses, etc., etc. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.